Sous la surface agitée de la mer Baltique, une révolution silencieuse est en cours. C'est un projet d'une ambition si colossale qu'il défie presque l'imagination. La construction d'une autoroute et d'une ligne de chemin de fer au fond de la mer, reliant deux nations, l'Allemagne et le Danemark. Il s'agit de déplacer non pas une montagne, mais le lit même d'une mer, de creuser une tranchée de la longueur d'un marathon à travers la boue et le sable pour y déposer les fondations d'un nouveau futur européen. Mais comment peut-on entreprendre une telle tâche, une des plus grandes entreprises d'ingénierie de l'histoire humaine, sans infliger une blessure mortelle à l'écosystème marin délicat qui a existé là pendant des millénaires? Comment concilier le progrès et la préservation à une échelle aussi monumentale? Cette histoire est celle du tunnel du Fehmarn Belt, un projet qui est à la fois une merveille d'ingénierie et un pari écologique aux enjeux considérables. Pendant des décennies, le détroit de Fehmarn a été un goulot d'étranglement, un espace d'eau de 18 km qui ralentissait le flux de marchandises et de personnes entre la Scandinavie et l'Europe centrale. La solution proposée était radicale, le plus long tunnel immergé jamais construit. Pour y parvenir, il faudrait draguer plus de 19 millions de mètres cubes de fond marin, un acte d'une violence écologique apparente. Les critiques se sont levées, prédisant une catastrophe environnementale, la destruction d'habitats précieux et la fin d'un mode de vie pour les communautés locales dépendantes de la mer. Pourtant, les partisans du projet ont fait une promesse audacieuse. Non seulement ils construiraient le tunnel, mais ils laisseraient l'environnement dans un meilleur état qu'ils ne l'avaient trouvé. Était-ce une simple rhétorique d'entreprise ou le début d'une nouvelle ère de construction d'infrastructures responsables? Pour le savoir, il faut remonter aux origines de cette idée, à la nature même de l'obstacle qu'elle cherchait à surmonter. Depuis des siècles, le détroit de Fehmarn est à la fois une voie de passage et une barrière. Situé entre l'île allemande de Fehmarn et l'île danoise de Lolland, ce bras de la mer Baltique est le chemin le plus direct entre Copenhague et Hambourg, deux des plus grands centres économiques d'Europe du Nord. Historiquement, le commerce et les voyages dépendaient des caprices de la météo et de la capacité des navires. Au XXe siècle, un service de ferry fiable a été établi, devenant l'épine dorsale de la connexion. Ces navires robustes, capables de transporter des centaines de voitures, de camions et de passagers, sont devenus une partie intégrante de l'identité locale, en particulier dans les villes portuaires de Puttgarden en Allemagne et de Ersbjergen au Danemark. Pour des générations, le rythme de la vie était dicté par les horaires des ferries. Pourtant, à l'ère de la logistique à grande vitesse et de l'intégration européenne, ce trajet de 45 minutes en ferry, sans compter les temps d'attente et d'embarquement, devenait de plus en plus un anachronisme. Alors que le reste de l'Europe était relié par des autoroutes et des lignes de train à grande vitesse, ce petit segment d'eau créait un retard significatif. Le commerce entre la Suède, le Danemark et l'Allemagne, d'une valeur de plusieurs centaines de milliards d'euros par an, était freiné. Un camionneur voyageant de Stockholm à Berlin perdait des heures précieuses à attendre pour traverser. L'achèvement du pont de Hellerup en 2000, reliant le Danemark et la Suède, n'a fait que souligner l'urgence. Il avait créé une liaison transparente vers l'est, mais le goulot d'étranglement vers le sud persistait. Le détroit de Fehmarn était, aux yeux des planificateurs et des économistes, le chaînon manquant du corridor de transport scandinave méditerranéen. L'idée de créer une liaison fixe n'était pas nouvelle. Des discussions sur un pont ou un tunnel avaient eu lieu par intermittence pendant des décennies. Un pont semblait être la solution la plus évidente, une structure majestueuse s'élevant au-dessus des vagues. Cependant, les défis étaient immenses. Le détroit est une voie de navigation internationale très fréquentée, et les piliers d'un pont représenteraient un risque pour la sécurité maritime. De plus, la hauteur requise pour permettre le passage des plus grands navires de croisière et porte-conteneurs rendrait la structure vulnérable aux vents violents fréquents dans la région, entraînant des fermetures régulières. Un tunnel foré, creusé profondément sous le fond marin, était une autre option, mais la géologie complexe du détroit, un mélange d'argile, de sable et de roches de l'ère glaciaire, rendait cette approche extraordinairement coûteuse et techniquement risquée. C'est ainsi qu'une troisième voie, plus audacieuse et moins conventionnelle, a émergé, le tunnel immergé. Le concept est d'une simplicité trompeuse, mais d'une complexité d'exécution stupéfiante. Plutôt que de forer à travers la terre, on creuse une tranchée massive dans le fond marin. Des sections de tunnels en béton préfabriqués, chacune aussi longue qu'un terrain de football et aussi lourde que des dizaines de milliers de voitures, sont construites sur terre. Les extrémités de ces sections sont scellées, ce qui leur permet de flotter. Elles sont ensuite remorquées en mer, positionnées avec une précision millimétrique au-dessus de la tranchée, puis coulées lentement en les remplissant d'eau. Une fois en place, elles sont reliées les unes aux autres, l'eau est pompée, et la tranchée est remblayée, recouvrant le tunnel avec le matériau d'origine du fond marin. C'était une méthode qui avait été utilisée avec succès ailleurs, mais jamais sur une telle échelle, ni dans un environnement marin aussi sensible. Après des années de négociations, d'études de faisabilité et de débats politiques houleux,
La décision a été officialisée. En 2008, l'Allemagne et le Danemark ont signé un traité intergouvernemental. Le Danemark, en tant que principal bénéficiaire de la liaison directe avec le continent, assumerait la charge du financement, estimée à plus de 7 milliards d'euros, et de la construction. L'Allemagne serait responsable de la modernisation des liaisons routières et ferroviaires sur son territoire. Le projet était justifié non seulement par des gains de temps. Le trajet en train entre Hambourg et Copenhague passerait de près de 5 heures à seulement 2 heures et demie, mais aussi par des arguments écologiques. Les partisans soutenaient qu'en déplaçant une grande partie du trafic de fret de la route vers le rail et en éliminant les ferrys gourmands en carburant, le tunnel réduirait considérablement les émissions de dioxyde de carbone sur le long terme. Personne, à ce moment-là, ne pouvait pleinement prévoir l'ampleur de la bataille à venir, une bataille qui se jouerait non seulement dans les salles de conseil et les parlements, mais aussi sur le fond de la mer Baltique elle-même. Le catalyseur avait été activé. Le coup d'envoi du projet a transformé le paysage paisible de l'île de Lolland. Près de Erdbiaveen, une zone autrefois composée de champs agricoles et de zones humides côtières a été métamorphosée. Une usine a surgi de terre, mais le mot « usine » ne rend pas justice à l'échelle de l'opération. C'était une véritable ville industrielle, la plus grande usine de production de béton d'Europe, dédiée à un seul et unique objectif, la fabrication des 89 éléments massifs qui formeraient l'épine dorsale du tunnel. Chacun de ces éléments standards mesurait 217 mètres de long, 42 mètres de large et près de 9 mètres de haut, pesant 73 000 tonnes. C'étaient des structures creuses, contenant les tubes pour une autoroute à 4 voies et 2 voies ferrées électrifiées, ainsi qu'un couloir de service. Le processus de production était une chorégraphie industrielle d'une précision militaire. D'immenses quantités de sable, de gravier et de ciment étaient acheminées par bateau vers le port de l'usine, spécialement construit pour l'occasion. À l'intérieur des halls de production caverneux, des milliers de tonnes de barres d'armature en acier étaient pliées et soudées pour former les squelettes des éléments. Le béton était coulé en segments continus sur plusieurs jours pour assurer une intégrité structurelle parfaite. La quantité de matériaux était astronomique. Suffisamment d'acier pour construire près de 50 tours Eiffel et un volume de béton qui remplirait des centaines de piscines olympiques. Des milliers de travailleurs, venus de toute l'Europe, s'affairaient sur le site, un microcosme de la coopération internationale que le tunnel lui-même était censé incarner. Pendant que l'usine tournait à plein régime sur la terre ferme, une opération encore plus spectaculaire se déroulait en mer. Pour accueillir les éléments du tunnel, une tranchée devait être creusée sur toute la largeur du détroit de Fehmarn. 18 km de long, jusqu'à 60 mètres de large et 16 mètres de profondeur. C'était l'équivalent de creuser une autoroute à 6 voies à travers le fond de la mer. Une flotte de dragues spécialisées, parmi les plus grandes et les plus puissantes du monde, a été mobilisée. Ces navires monstrueux, comme le Manyor et le Kraken, n'étaient pas de simples excavateurs. Ils étaient équipés de bras articulés géants terminés par des têtes de coupe rotatives ou de systèmes d'aspiration capables d'avaler des tonnes de sédiments en quelques minutes. L'ampleur du dragage était sans précédent. Au total, 19 millions de mètres cubes de sable, d'argile et de roches devaient être retirés. Pour mettre ce chiffre en perspective, c'est assez de matière pour remplir plus de 7600 piscines olympiques, ou pour construire une pyramide 3 fois plus grande que la grande pyramide de Gizeh. Ce n'était pas un simple creusement. Le processus devait être chirurgical. Les ingénieurs avaient cartographié le fond marin avec une résolution incroyable, identifiant les différentes couches de sédiments laissées par le retrait des glaciers il y a des milliers d'années. La tranchée devait suivre un tracé précis, avec des parois inclinées pour garantir la stabilité. Cette excavation massive a eu un impact immédiat et visible sur l'environnement marin. L'action des têtes de coupe et des systèmes d'aspiration a soulevé d'énormes panaches de sédiments, créant des nuages de turbidité qui s'étendaient sur des kilomètres. La lumière du soleil, essentielle à la vie des plantes aquatiques et du phytoplancton à la base de la chaîne alimentaire, peinait à pénétrer ces eaux troubles. Le bruit sous-marin généré par les machines était assourdissant pour la vie marine, un vacarme constant dans un monde normalement dominé par des sons plus subtils. Les organismes benthiques, les étoiles de mer, les vers, les mollusques et les crustacés qui vivent dans et sur le fond marin, ont été directement retirés avec les sédiments, leur habitat anéanti sur toute la largeur du corridor de construction. C'était une perturbation écologique à grande échelle, une conséquence inévitable de l'objectif. Le projet avançait, mais le coût environnemental commençait à se manifester, et avec lui, la voix de l'opposition se faisait de plus en plus forte. La perturbation visible dans les eaux du détroit de Fehmarn a catalysé une opposition féroce et bien organisée. Le conflit n'était plus théorique, il était tangible. Des groupes environnementaux, tant en Allemagne qu'au Danemark, ont intensifié leur campagne, armés de nouvelles données sur l'impact du dragage.
Leurs préoccupations étaient multiples et profondément ancrées dans la science de la conservation. Une des plus grandes craintes concernait les récifs de pierre, des habitats rares et précieux dans cette partie de la Baltique. Ces accumulations de roches sous-marines, certaines naturelles, d'autres provenant d'anciennes moraines glaciaires, agissent comme des oasis de biodiversité, offrant un abri et des zones de reproduction pour les algues, les poissons comme la morue et une myriade d'invertébrés. Le tracé du tunnel passait directement à travers plusieurs de ces récifs, menaçant de les effacer de la carte. Au-delà des habitats fixes, l'inquiétude portait sur les mammifères marins. Le détroit de Fehmarn est une route de migration et une zone d'alimentation cruciale pour le marsouin commun, une espèce protégée. Les scientifiques de l'opposition ont fait valoir que le bruit incessant du dragage et de la construction, se propageant sur de longues distances sous l'eau, pourrait perturber leur communication, leur chasse et leur navigation, les chassant potentiellement de la zone pour des années. Les phoques communs et les phoques gris, qui utilisent les bancs de sable et les côtes de la région pour se reposer et mettre bas, étaient également considérés comme vulnérables à la perturbation constante. La perte de stock de poissons, due à la destruction des frayères et à la turbidité de l'eau, était une autre préoccupation majeure, non seulement pour l'écosystème, mais aussi pour les quelques pêcheurs locaux qui dépendaient encore de ces eaux. Parallèlement à la bataille écologique, une crise économique et sociale se préparait. Pour les exploitants de ferries, Scanline et Stena Line, le tunnel n'était pas un projet d'infrastructure, mais une menace existentielle. Ils ont fait valoir que la concurrence d'une liaison fixe, ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, rendrait leur modèle économique obsolète du jour au lendemain. Cela signifiait la perte potentielle de plus d'1 millier d'emplois directs, capitaines, marins, personnel de restauration, agents de billetterie, ainsi que des centaines d'emplois indirects dans les services de soutien, les magasins et les restaurants des terminaux de ferry. Pour des villes comme Puttgarden et Erdbeaveen, le ferry n'était pas seulement un employeur, c'était l'identité même de la communauté. Un éleveur local a exprimé simplement le sentiment général. Ils construisent un tunnel pour faire gagner 1 heure aux gens, mais ils détruisent une industrie qui a soutenu nos familles pendant des générations. Face à cette double offensive, le projet a atteint un point de crise. Des dizaines de plaintes ont été déposées devant les tribunaux allemands, cherchant à bloquer le permis de construire. Les audiences publiques étaient tendues, opposant les ingénieurs et les économistes du projet aux biologistes marins, aux dirigeants communautaires et aux avocats des groupes d'opposition. Chaque aspect du projet était scruté à la loupe, de la modélisation des courants sédimentaires à l'impact acoustique sur les marsouins. La pression était immense. Le projet, d'une valeur de plusieurs milliards d'euros, risquait d'être enlisé dans des batailles juridiques pendant des années, voire d'être complètement annulé. Il était clair qu'une simple défense de l'ingénierie ne suffirait pas. Une contre-proposition audacieuse était nécessaire. Un plan qui ne se contenterait pas de minimiser les dommages, mais qui viserait activement à créer une valeur écologique. C'est à ce tournant critique que les architectes du projet ont dévoilé ce qui allait devenir l'un des aspects les plus scrutés et les plus innovants de l'entreprise. Un plan de compensation environnementale d'une ampleur sans précédent. Ce n'était plus seulement une question de respect des réglementations. C'était une tentative de transformer le récit, de passer du statut de destructeur d'environnement à celui de créateur d'habitat. La stratégie était à multiples facettes, conçue pour répondre point par point aux critiques des écologistes. Un hydrologue du projet a souligné la philosophie sous-jacente. Nous ne pouvions pas éviter de perturber le fond marin. C'était une nécessité physique. La question est devenue, que faisons-nous avec le matériau que nous retirons et comment pouvons-nous utiliser l'empreinte même de la construction pour favoriser une nouvelle vie? La réponse la plus directe à la destruction des récifs de pierre a été d'en construire de nouveaux. Sur une zone de 40 hectares, soit l'équivalent de près de 60 terrains de football, de nouvelles structures de récifs ont été méticuleusement planifiées. Des navires spécialisés ont déposé des milliers de tonnes de roches de différentes tailles sur le fond marin, créant des paysages sous-marins complexes avec des crevasses, des surplombs et des abris. L'objectif n'était pas de simplement déverser des pierres, mais de concevoir activement des habitats qui attireraient des espèces spécifiques, de la morue au homard. C'était un acte d'ingénierie écologique, une tentative de lancer un processus naturel de colonisation. L'impact du dragage a également été transformé en une opportunité. Les 19 millions de mètres cubes de sable et d'argile extraits de la tranchée n'ont pas été simplement jetés au loin. Au lieu de cela, ce matériau a été utilisé pour construire de nouvelles terres le long de la côte de l'Åland. Plus de 300 hectares de nouvelles zones côtières et de lagunes peu profondes ont été créées, formant un paysage entièrement nouveau. Ces zones ont été conçues pour devenir des zones de reproduction pour les oiseaux côtiers, des nurseries pour les jeunes poissons et des filtres naturels pour l'eau. Des plages de sable fin, accessibles au public, ont également été créées, ajoutant une valeur récréative inattendue. L'acte même de destruction devenait un acte de création. Les critiques restaient prudemment sceptiques,
considérant cela comme une expérience à grande échelle avec un résultat incertain. Mais le pari était lancé. L'humanité pouvait-elle, par une conception intelligente, réparer les dommages qu'elle était en train d'infliger, et peut-être même laisser la nature dans un état plus riche et plus diversifié? Le processus de construction allait fournir les premières réponses. Avec les batailles juridiques finalement résolues en faveur du projet, bien qu'avec des conditions environnementales strictes, la phase la plus critique de la construction a pu commencer, l'installation des éléments du tunnel. Le processus était une merveille de logistique et de précision. Une fois qu'un élément de 73 000 tonnes était terminé dans l'usine de Erdbeek-AVN, ses deux extrémités étaient scellées avec d'énormes cloisons en acier étanche. Les bassins secs dans lesquels ils étaient construits étaient alors inondés, et l'énorme bloc de béton se mettait à flotter, ne dépassant que de quelques centimètres la surface de l'eau. C'était une démonstration contre-intuitive de la physique, la flottabilité d'une structure aussi massive étant difficile à concevoir. Des remorqueurs puissants prenaient alors le contrôle, guidant délicatement l'élément hors du port de l'usine et vers sa position désignée dans le détroit. Ce voyage de plusieurs heures était une opération à haut risque, exigeant un calme plat et une coordination parfaite. Une fois positionné au-dessus de la tranchée, avec une marge d'erreur de quelques centimètres seulement, grâce à un système de positionnement global avancé, la phase la plus délicate commençait. Des réservoirs de ballast à l'intérieur de l'élément étaient lentement remplis d'eau, et la structure colossale commençait sa descente contrôlée vers le fond marin, à 40 mètres de profondeur. Le processus était surveillé en temps réel par des équipes d'ingénieurs, ajustant la descente à l'aide de treuils et de câbles pour s'assurer qu'elle atterrisse précisément sur les fondations préparées au fond de la tranchée. Une fois l'élément posé, des vérins hydrauliques géants le poussaient contre l'élément précédent. Un joint en caoutchouc spécial, appelé joint Gina, était comprimé entre les deux sections. Ensuite, un système puissant pompait l'eau de l'espace entre les cloisons d'acier des deux éléments. La pression immense de la mer environnante forçait alors les deux éléments à se souder, créant un joint parfaitement étanche. Ce n'est qu'alors que les cloisons internes pouvaient être retirées, reliant un nouveau segment de 217 mètres au tunnel en pleine croissance. Ce cycle, fabrication, flottaison, remorquage, immersion, connexion, serait répété 89 fois sur plusieurs années. Cependant, le processus n'était pas sans défi. Les conditions météorologiques dans la Baltique sont notoirement imprévisibles. Plusieurs opérations d'immersion ont dû être reportées à la dernière minute en raison de vents soudains ou de vagues trop fortes, entraînant des retards coûteux et des frustrations logistiques. Des problèmes techniques imprévus ont également surgi. Lors d'une des premières immersions, un des câbles de guidage a montré des signes de tension anormale, obligeant les ingénieurs à remonter l'élément à mi-chemin pour une inspection complète, un processus qui a duré plusieurs jours. La coordination entre les équipes de dragage, les équipes de construction de l'usine et les équipes d'installation en mer exigeait une communication sans faille, et la moindre erreur de calcul dans une partie de la chaîne pouvait avoir des répercussions sur l'ensemble du calendrier. Sur le front environnemental, les premiers signes étaient mitigés, alimentant le scepticisme des critiques. Les nouveaux récifs artificiels, bien que structurellement en place, sont restés relativement stériles pendant les premiers mois. Les biologistes ont noté que la colonisation était plus lente que prévu. Il ne suffit pas de fournir des rochers, a commenté un observateur indépendant. Il faut que les larves des bonnes espèces soient présentes dans la colonne d'eau et qu'elles trouvent les conditions propices pour s'installer. C'est un processus qui ne peut être entièrement contrôlé. De même, les nouvelles zones terrestres créées avec les matériaux de dragage ressemblaient davantage à des déserts de boue et de sable qu'aux zones humides luxuriantes promises. La nature semblait hésiter, attendant de voir si ces nouvelles structures artificielles étaient réellement hospitalières. Puis, lentement, les premières lueurs d'espoir ont commencé à apparaître. Lors d'une inspection de routine par un véhicule sous-marin télécommandé sur l'un des récifs artificiels, les biologistes du projet ont été ravis de découvrir de petites touffes d'algues brunes et rouges s'accrochant aux rochers. C'était la première étape cruciale de la succession écologique. Peu de temps après, des plongeurs ont observé de jeunes poissons, principalement des gobies et des blennies, utilisant les crevasses des nouveaux récifs comme abri. C'était une petite victoire, mais une victoire d'une importance capitale. Cela prouvait que le concept de base fonctionnait. Si vous construisez un habitat, la vie finira par le trouver. Sur Terre, les nouvelles zones côtières ont commencé à être colonisées par des herbes pionnières résistantes au sel, leurs racines commençant à stabiliser le sol meuble. Des oiseaux échassiers, comme les avocettes et les huîtres-épis, ont été aperçus en train de se nourrir dans les lagunes peu profondes nouvellement formées. Le pari écologique n'était pas encore gagné, mais pour la première fois, il semblait possible. La machine de construction continuait d'avancer, et la nature, avec une lenteur délibérée, commençait à répondre. Après la phase initiale de rodage et de défi, le projet a atteint un point de bascule. La machine industrielle et logistique,
affiné par l'expérience, a commencé à fonctionner avec une efficacité redoutable. Le cycle de production, de transport et d'immersion des éléments du tunnel est devenu une routine bien huilée. Les équipes travaillaient en parfaite synchronisation et le rythme de pose des éléments s'est accéléré. Ce qui avait été une série d'opérations individuelles à haut risque est devenu un processus de chaîne de montage à l'échelle d'un paysage. Les ingénieurs, autrefois prudents, ont commencé à exprimer une confiance croissante. Le tunnel avançait inexorablement depuis les côtes danoises et allemandes, les deux sections se rapprochant l'une de l'autre au fond de la mer. Simultanément, un point de bascule écologique se produisait. Le passage du temps a permis au processus naturel de s'installer et de s'accélérer. Sur les récifs artificiels, les premières algues pionnières ont créé un micro-environnement qui a attiré une nouvelle vague de colonisateurs. Des bancs de moules bleus ont commencé à recouvrir de grandes surfaces de roches, leurs coquilles fournissant encore plus de complexité structurelle et leurs activités de filtration contribuant à clarifier l'eau environnante. Cette clarification de l'eau a permis à la lumière du soleil de pénétrer plus profondément, favorisant une croissance plus dense des algues, qui à leur tour ont fourni de la nourriture et un abri à un nombre croissant d'espèces d'invertébrés et de petits poissons. L'écosystème commençait à se construire de lui-même. Ce qui a suivi a été une cascade d'effets positifs, un effet domino écologique qui a étonné même les biologistes les plus optimistes du projet. L'abondance de petits poissons et de crustacés sur les nouveaux récifs a attiré des prédateurs plus grands. Des bancs de morues, une espèce dont les stocks étaient en déclin dans la Baltique, ont été observés en train de chasser autour des structures artificielles. Les homards, qui avaient été pratiquement absents de la zone, ont commencé à être trouvés dans les crevasses, un signe que les récifs offraient le type de protection dont ils avaient besoin. Un biologiste marin travaillant sur le suivi du projet a noté, avec un étonnement évident, « Nous n'avons pas seulement créé un récif, nous avons créé un point chaud de biodiversité. » La densité de vie sur certaines de ces nouvelles structures dépasse maintenant celle des récifs naturels environnants que nous avons étudiés. Sur Terre, la transformation était tout aussi spectaculaire. Les zones de vasières et de prairies salées, créées à partir des sédiments de dragage, étaient devenues des sanctuaires pour les oiseaux. Des milliers d'oies, de canards et d'oiseaux limicoles migrateurs ont commencé à utiliser ces nouvelles zones comme halte vitale lors de leur voyage annuel. La végétation s'est diversifiée, passant des herbes pionnières à un tapis plus complexe de plantes tolérantes au sel, créant un habitat pour les insectes et les petits mammifères. Les lagunes peu profondes, conçues comme des nurseries pour poissons, grouillaient de vie, contribuant à reconstituer les populations de poissons côtiers. Le paysage, qui avait été une étendue stérile de boue, était maintenant vivant, vibrant de sons et de mouvements. La grande révélation, le moment culminant de cette saga de construction et de restauration, n'est pas venu avec la pose du dernier élément du tunnel, mais avec la publication des rapports de suivi écologique pluriannuels. Les données étaient stupéfiantes. Les craintes initiales d'une perturbation à long terme des marsouins se sont avérées largement infondées. Après une période d'évitement de la zone de construction active, les populations de marsouins sont revenues à des niveaux de base, utilisant les eaux maintenant plus claires et riches en poissons autour des nouveaux récifs pour se nourrir. La superficie totale d'habitat récifal de haute qualité était désormais supérieure à ce qu'elle était avant le début du projet. Les nouvelles zones humides côtières créées étaient considérées par les ornithologues comme parmi les plus importantes de la région. Le projet avait réussi son pari audacieux. Il avait réussi à intégrer la construction d'une méga-infrastructure avec une restauration écologique à grande échelle. Un éminent écologiste, qui avait été l'un des premiers et des plus virulents critiques du projet, a été invité à visiter les nouveaux sites. Après avoir plongé sur les récifs artificiels grouillants de vie et observé les volées d'oiseaux au-dessus des nouvelles zones humides, il a offert une concession simple mais puissante. Il a regardé l'équipe du projet et a dit « C'est fait. Vous avez non seulement atténué les dommages, vous avez créé quelque chose de nouveau et de précieux, la transformation était terminée. » Le projet n'était plus seulement un tunnel. C'était un écosystème en devenir, un paysage redessiné par l'homme, où la nature avait répondu avec une gratitude inattendue. L'achèvement du tunnel du Fehmarnbelt, prévu pour 2029, marquera la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Mais la leçon la plus profonde du projet est déjà claire. Il a provoqué un changement de paradigme dans la manière dont nous concevons les infrastructures à grande échelle. Pendant des décennies, l'approche de la construction dans des environnements sensibles a été défensive, axée sur la minimisation des impacts négatifs et la compensation des pertes inévitables. Le projet du Fehmarnbelt a démontré une nouvelle philosophie, l'intégration proactive de la création d'habitats et de la restauration écologique au cœur même du processus d'ingénierie. Il a prouvé qu'il est possible de considérer une perturbation massive non pas comme un simple coût à atténuer, mais comme une opportunité de remodeler activement un paysage pour un bénéfice écologique net.
Cette nouvelle leçon est que l'ingénierie humaine et l'ingénierie écologique ne doivent pas être des forces opposées. La même expertise en matière de modélisation, de logistique et de construction, qui peut creuser une tranchée au fond de la mer, peut également être utilisée pour concevoir et construire des récifs optimisés pour la biodiversité. Le même équipement lourd qui déplace des millions de mètres cubes de terre peut être utilisé pour sculpter de nouvelles zones humides qui deviendront des sanctuaires pour la faune. Un écologiste en chef du projet a résumé ce changement de pensée. Nous avons cessé de penser en termes de construction et de environnement comme deux choses distinctes. Nous avons commencé à penser en termes de géo-ingénierie constructive, où chaque action de construction est également une action de conception écologique. Cependant, l'histoire n'est pas entièrement terminée, et un optimisme prudent reste de mise. Des défis futurs subsistent. La surveillance à long terme des nouveaux écosystèmes est cruciale. Comment les communautés sur les récifs artificiels évolueront-elles au fil des décennies? Resteront-elles stables et diversifiées, ou seront-elles dominées par quelques espèces opportunistes? L'impact à long terme de la structure physique du tunnel sur les courants subtils et les flux de sédiments dans la Baltique doit être continuellement étudié. De plus, des menaces plus larges, comme le changement climatique, l'acidification des océans et la pollution provenant d'autres sources, continueront de peser sur la santé de l'ensemble de l'écosystème de la mer Baltique, y compris ces nouvelles zones restaurées. Le succès du projet ne le place pas à l'abri des défis environnementaux mondiaux. Néanmoins, le tunnel du Fehmarn Belt est devenu un modèle potentiel pour les projets d'infrastructures dans le monde entier. Des projets de ponts, de ports et de digues côtières, de l'Asie du Sud-Est à l'Amérique du Nord, examinent maintenant le modèle Fehmarn. La question qu'il se pose n'est plus seulement « comment pouvons-nous réduire notre impact ?», mais « comment pouvons-nous intégrer une amélioration écologique mesurable dans la conception de notre projet dès le premier jour ?» Le projet a fourni une feuille de route, démontrant que les investissements initiaux massifs dans la planification et la mise en œuvre écologique peuvent non seulement obtenir l'approbation réglementaire et le soutien du public, mais aussi créer une valeur durable qui va bien au-delà de la fonction première de l'infrastructure. Lorsque les premières voitures et les premiers trains traverseront le tunnel du Fehmarn Belt en 2029, ils voyageront à travers bien plus qu'une simple merveille d'ingénierie. Ils passeront sous un paysage marin qui a été déconstruit et reconstruit, un témoignage de la capacité humaine à la fois de perturber et de restaurer. Ils traverseront un monument à une nouvelle façon de penser, où le progrès économique et la régénération écologique ne sont pas considérés comme des objectifs mutuellement exclusifs, mais comme les deux faces d'une même pièce. L'héritage du tunnel du Fehmarn Belt ne sera pas seulement coulé dans le béton au fond de la mer, mais aussi dans les manuels d'ingénierie et de conservation pour les générations à venir, un phare d'espoir montrant qu'avec de l'ambition, de l'innovation et un profond respect pour le monde naturel, nous pouvons construire l'avenir sans effacer le passé.